Bonjour à tous. Voilà, nous allons commencer. Si les connexions arrivent, on va commencer pour pas trop perdre de temps. J'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà, ce matin, nous poursuivons nos rendez-vous techniques en forêt avec ce troisième webinaire où on va essayer de comprendre pourquoi il est nécessaire d'entretenir une jeune plantation et comment on peut le faire. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi peut-être les deux précédents webinaires, je précise qu'initialement, c'est une journée sur le terrain qui avait été prévue pour discuter de tous ces sujets-là sur place. Mais bon, en raison des questions sanitaires, on a transformé cette journée d'événement en une série de 4 webinaires, dont là on est au troisième, en gardant les sujets techniques. Mais nous avons espoir de pouvoir retourner prochainement sur le terrain et notamment au mois de juin, il y aura une démonstration avec le CRPF dont on va vous parler tout à l'heure. Donc, ces webinaires ont été réfléchis par un collectif d'acteurs professionnels de la filière forêt-bois en Bretagne. Et je tiens également à remercier nos financeurs, la région Bretagne, la DRAF et PEFC Ouest qui nous permettent de réaliser ces webinaires. Je remercie également notre intervenant du jour, Marin Chaumet, qui est ingénieur études et recherches au FCBA et qui va nous dresser un état de la connaissance sur le sujet, de tout ce qui existe au niveau matériel et voilà, pas mal d'informations sur ce sujet du suivi de plantation. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange avec plusieurs acteurs de la filière bretonne qui nous partageront leur retour d'expérience, leur vision aussi, leur pratique. Et vous pourrez poser des questions, on essaiera d'y répondre le mieux possible. Voilà, donc lors de la table ronde, vous pourrez poser toutes vos questions via le module questions-réponses. Il y a également un chat qui permet d'échanger. Voilà, donc je vais donner la parole à Marin qui va nous faire sa présentation. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Gilda, je suis Marin Chaumet. Je travaille au FCBA en tant qu'ingénieur de recherche sur le site de Limoges. Donc, pas vraiment dans votre région, mais on travaille à peu près les mêmes essences. Je travaille surtout sur le Douglas, mais aujourd'hui, on m'a demandé d'élargir un petit peu plus aux essences que vous pouviez rencontrer en Bretagne et principalement le Sitka. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien ma présentation. Oui. C'est bon? OK. Donc, comme l'a dit Gilda, on va aborder différentes thématiques aujourd'hui. La première, c'est presque qu'est-ce qu'un échec au niveau d'une plantation et des entretiens. La deuxième question qu'on pourra se poser, c'est est-ce qu'on peut rattraper un défaut ou un retard d'entretien? Et le troisième point, ce sera quels moyens on a aujourd'hui à disposition pour réaliser ces entretiens. Ensuite, s'en suivra les différentes discussions. Donc, la première question, c'est pourquoi, au final, entretenir une plantation, une fois qu'on a installé les plants, on peut penser qu'il se débrouille tout seul, mais en fait, non. Et on a besoin de travailler la végétation concurrente, que ce soit pour l'éliminer. Alors, c'est souvent assez compliqué d'éliminer la végétation concurrente, mais en tout cas, la maîtriser, la réduire. Et ça, l'objectif, c'est vraiment de limiter la compétition pour les différentes ressources, que ce soit l'eau, la lumière ou les éléments nutritifs. L'objectif forestier qu'il y a derrière, c'est de favoriser d'une part la survie et aussi la croissance, qu'elle soit aérienne, donc ça c'est vraiment la partie visible de la plantation, mais aussi racinaire. À ce propos, on a quelques exemples documentés en expérimentation. Alors ça, c'est des premiers résultats sur des préparations de sol sur le site, sur le réseau Alter, donc un réseau qui vise à trouver des méthodes alternatives aux herbicides. Donc, on va comparer des méthodes de préparation mécanisées à des témoins, c'est-à-dire sans rien, et des témoins traités aux herbicides. Et sur chêne et pin, on voit que, par exemple, en haut à droite sur pin, le témoin, donc, dans lequel il y a eu 0 entretien, on voit que ce défaut d'entretien dans lequel il y a eu 0 préparation, on voit que ça affecte assez fortement la survie des pins. Et si on regarde du point de vue croissance, que ce soit aussi bien sur chêne et sur pin, donc on voit que les différentes méthodes utilisées, donc pour revenir au graphique, donc c'est la croissance en diamètre en fonction des années pour différentes méthodes. Donc comme j'ai dit,
Celui qu'on va retrouver plus en bas, la ligne continue, c'est le témoin absolu, donc sans préparation. Au-dessus, la ligne pointillée, gris clair, c'est un passage au cover crop, donc c'est plus ce qu'on va appeler un pseudo-labour, c'est pas vraiment un labour. Le pointillé avec des traits un peu plus foncés, c'est le scarificateur réversible qui permet de travailler en éliminant en fait la strate superficielle de la végétation concurrente. Et le dernier pointillé tout petit gris là, c'est donc un passage de scarificateur réversible plus le sous-soleur multifonction qui sont des outils Becker de préparation de sol et qui permettent de faire un billon, donc de favoriser en théorie la croissance du plant à l'installation. Et enfin, donc, le trait gris foncé que vous retrouverez tout en haut, c'est le témoin, cette fois-ci traité aux herbicides. Donc, l'objectif, ce n'est pas de dire que les herbicides, c'est génial. Là, au contraire, l'objectif, c'est de trouver quelles sont les méthodes de traitement mécanique, on va dire, qui performent à hauteur égale au traitement herbicide. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans un cas comme dans l'autre, ne rien faire, c'est absolument pas une bonne idée et qu'il faut utiliser ces méthodes de préparation pour favoriser l'installation du plant. Et on va le voir juste après. Ce qui est vrai pour l'installation du plant à la plantation, c'est aussi vrai pour les entretiens. Donc, quand on parle d'entretien, en fait, on peut identifier différents types d'entretien. Il y a ce qu'on va appeler les dégagements, qui visent à réduire la végétation qui est dite concurrente des plants qu'on a installés. Il va y avoir ce qu'on appelle le dépressage, où là, c'est une réduction de la densité au sein de l'essence objectif. Donc, ça s'est fait pendant longtemps en plantation. Aujourd'hui, c'est sûrement plus à réserver aux régénérations naturelles. Et il y a ce qu'on va appeler aussi les nettoiements. Donc là, où c'est une réduction de la végétation concurrente, mais qui atteint une certaine taille, on va dire environ 3 mètres. Et c'est surtout à destination des ligneux, et c'est souvent un des derniers entretiens qu'on réalise dans notre itinéraire de plantation. On peut aussi parler des tailles de formation et des fourchages qui peuvent être intégrés aux entretiens, qui n'ont pas forcément un impact direct sur la croissance des plants, mais qui sont vraiment importants par moment. En fait, ça va dépendre vraiment de la tête de la plantation au moment où on fait le diagnostic, mais qui ont vraiment une importance sur la qualité finale du peuplement qu'on va obtenir. Donc, ici, une petite diapositive pour vous illustrer la dynamique de végétation qu'on peut obtenir sur une plantation. Alors, les photos représentent la dynamique du genêt qu'on a eu, par exemple, par chez nous en Limousin. Et ce qui est compliqué avec le diagnostic de l'échec, c'est qu'il n'y a pas vraiment un moment où on se dit « ça y est, là, on est dans l'échec », ou plutôt le moment où on va se dire « on est dans l'échec », c'est que c'est déjà trop tard. C'est vraiment un phénomène continu de la colonisation de la végétation. Et on va dire que tant que la végétation concurrente est en dessous du bourgeon apical, on est encore à peu près dans les clous, mais dès que la végétation va commencer à passer au-dessus, on va être dans le défaut d'entretien, et si on attend un petit peu trop, on va commencer à avoir des phénomènes de mortalité. Donc là, je vois que Gildas a lancé le petit sondage. Donc, à votre avis, en cas de retard dans l'entretien, est-ce que les plantes peuvent rattraper le retard de croissance qui est généré dans les premières années? En attendant que chacun réponde à ce petit questionnaire, le deuxième exemple qui est un petit peu plus sournois sur le diagnostic de défaut d'entretien, ça va être celui de tout ce qui est concurrence des graminées, et notamment la molinie, parce que la concurrence, elle n'est pas aérienne, elle est racinaire. Donc, quand on passe dans la plantation, on voit simplement le tapis de graminées au sol qui n'a pas l'air de concurrencer la plantation. Et en fait, la molinie va avoir tendance à assécher la strate superficielle du sol et donc à avoir une compétition assez terrible pour les plants vis-à-vis de l'eau, et donc qui est à surveiller et qui peut générer de la mortalité ou des retards de croissance assez forts si elle n'est pas maîtrisée. Je ne sais pas, Chila, si tu as les résultats. Vous êtes 64% à penser qu'on ne peut pas rattraper un retard de croissance dans le cadre d'un défaut d'entretien. Effectivement, c'est la bonne réponse. On ne peut pas rattraper un retard de croissance.
J'ai quelques diapositives pour vous l'illustrer juste après. Pas passer. Donc, le message qu'il faut retenir d'aujourd'hui, presque, s'il y en a qu'un, c'est celui-là, c'est que l'avenir du peuplement, il se joue dès les premières années. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec les préparations de sol. Donc là, c'est encore une illustration de préparation de sol, et on verra juste après le cas des entretiens. Et là, je vous montre pour 3 essences différentes, donc le peuplier, le pin laricio ou le Douglas. On voit que dès l'installation, quand on teste différentes méthodes, on va inscrire le peuplement sur une trajectoire de croissance, et qu'une fois que le peuplement il est inscrit sur une trajectoire de croissance, c'est très très difficile, voire impossible, de lui faire changer de trajectoire. Donc, on peut ralentir une trajectoire, mais on ne peut pas lui faire rattraper une trajectoire vers le haut, donc redonner plus de croissance qu'on a dû au départ. Donc, comme je vous le disais, c'est très visible sur les 3 essences ici. On a quelques exemples un petit peu plus détaillés sur les entretiens et en populiculture. Alors, pourquoi en populiculture? C'est que le peuplier, c'est un arbre qui marque très facilement sur ses aspects compétition herbacée, et qui marque aussi fortement en croissance sur de la croissance annuelle, donc sur lesquels c'est facile d'obtenir des résultats. Sur cette expérimentation, on a testé en fait deux alternatives d'entretien. Donc, on a un scénario où on fait les entretiens tous les ans de façon traditionnelle. On a un scénario où on ne fait pas du tout d'entretien. Et les 2 scénarios un petit peu alternatifs, c'est on fait les entretiens pendant 4 ans et puis on s'arrête d'entretenir, et où on ne fait rien pendant 5 ans et on commence à entretenir. Donc, on ne fait rien pendant 5 ans et on commence à entretenir, c'est la trajectoire grise qu'on voit ici. Et on fait les entretiens pendant 4 ans, puis on s'arrête, c'est la trajectoire en orange. Donc, on voit que dans un cas, on va pouvoir augmenter un petit peu la croissance, la redynamiser un petit peu, et dans l'autre cas, on voit qu'on va perdre un petit peu de croissance. Ce qu'on voit très bien, par contre, c'est que pour essayer de rattraper le retard qu'on n'a pas suivi dans les premières années, on ne pourra pas remonter sur les trajectoires orange ou bleu. Et pareil, une fois qu'on a arrêté d'entretenir au bout de 5 ans, ce sera compliqué de redonner le petit coup d'accélérateur pour retomber sur la trajectoire bleue. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que, déjà, peu importe la technique de maîtrise de la végétation, c'est important de le faire, et c'est d'autant plus important d'intervenir tôt pour, on le verra tout à l'heure, limiter les coûts et asseoir vraiment le peuplement sur une trajectoire de croissance qui est dynamique. À droite, c'est un petit graphe qui illustre les mêmes résultats on ne fait rien, on passe en mécanique ou en traitement chimique. Et dans les 2 cas, aussi bien en mécanique qu'en traitement chimique, on voit que c'est important d'entretenir pour se placer sur une trajectoire supérieure à la trajectoire du témoin. Un autre aspect qui est intéressant à observer sur cet essai, alors c'est encore un peu plié, après je passerai à autre chose, mais c'est que les entretiens ils sont d'autant plus importants que la station va être compliquée ou que la saison de végétation va être compliquée. Donc là, on reparle encore d'herbicides et de traitements mécanisés. L'objectif, c'est vraiment d'observer l'effet du passage tous les ans contre un passage uniquement 1 an sur 2. Donc, on retrouve les résultats précédents, c'est-à-dire qu'on installe le peuplement des jeunes âges sur une trajectoire de croissance et qu'il reste. Et sur le graphique de droite, qui sont cette fois-ci, alors la légende des fosses, ce n'est pas les diamètres moyens, c'est les accroissements annuels en centimètres sur le diamètre. Ce qu'on observe, c'est que les années où il n'y a pas d'entretien, sur un site qui est un petit peu compliqué, on voit qu'il y a vraiment une perte forte de croissance. Alors que quand on fait les entretiens, on maintient à minimum la trajectoire de croissance. Donc les entretiens, c'est vraiment d'autant plus important à réaliser. On est sur une station qui est compliquée, ou qu'on a des accidents climatiques comme on peut avoir en ce moment chaque année. Encore une dernière slide sur peuplier, mais simplement pour illustrer
l'impact du recouvrement de la végétation au niveau du sol sur la hauteur des boutures du coup, en fin d'année, où on voit bien que en fait, plus on a de végétation au sol, et souvent de la végétation type graminée, plus on a un impact important sur la croissance en hauteur. Un dernier exemple sur cette fois-ci du Douglas, et qui sont en fait des résultats un peu fortuits sur des essais de mélange Douglas-bouleau. Alors, dans un cas, sur l'essai de gauche, on a comparé un peuplement pur de Douglas avec une plantation mélangée de Douglas et bouleau. Le propriétaire a voulu maintenir l'objectif du mélange Douglas-bouleau dans la parcelle mélangée. Donc, les entretiens ont été réalisés pour regarder les deux en mélange. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on arrive à sortir des Douglas dans le mélange qui sont à peu près sur la même trajectoire de croissance que les Douglas en pur, et que les bouleaux sont maintenus vraiment sous les Douglas en termes de croissance. Par contre, si on s'intéresse à l'essai de droite, qui était à peu près sur les mêmes dispositions initiales, mais dans lesquelles on n'a pas intervenu pour maîtriser le boulot. En fait, pour tout dire, c'est un essai qu'on a plus ou moins abandonné, qu'on a repris tardivement au suivi. On voit que les Douglas ils sont aujourd'hui sous les bouleaux, et que les bouleaux ont pris le dessus sur les Douglas, et que ce sera compliqué de sortir les Douglas de cette plantation. Donc, encore une fois, la conclusion, c'est la même, c'est intervenir tôt pour maîtriser la situation initiale et placer les plans qu'on veut suivre sur une bonne trajectoire. Donc, je crois qu'il y avait un deuxième petit questionnaire. Donc, à votre avis, pendant combien de temps doit-on entretenir ou surveiller ces plantations? Et la deuxième, c'est à votre avis, quel est le coût total des entretiens pour sortir une plantation? Sachant que c'est toujours des questions compliquées parce que ça varie forcément selon les contextes, mais que voilà, c'est pour donner des ordres de grandeur. Alors du coup, on voit qu'on a quand même des personnes assez averties dans le public. Donc les réponses sont plutôt bonnes. Les ordres de grandeur sont bien ceux-là. Entre 3 à 5 ans et 5 à 10 ans, ce n'est pas non plus faux si on est dans des plantations qui ne décollent pas ou en contexte feuillu. Et en termes de coût, on va être dans ces fourchettes-là, plutôt autour de 3 000 € et 1 500, ça va dépendre pareil des contextes dans lesquels on peut se situer, même si je pense qu'on pourra en discuter tout à l'heure. 3 000 €, c'est sûrement une fourchette qui peut être un petit peu haute. Donc, en synthèse de cette première partie de présentation, c'est qu'effectivement, l'avenir du peuplement se joue dès les premières années, et que, en fait, au final, plus on attend pour intervenir en entretien, plus c'est grave, c'est-à-dire que plus la végétation concurrente se sera développée et aura fait du mal à la plantation en termes de croissance et de survie, plus ce sera aussi compliqué d'intervenir parce que la végétation sera plus importante, et du coup les outils seront forcément plus gros, voire il faudra en déplacer plusieurs, et du coup plus c'est cher. Donc à droite, on avait mis quelques ordres de grandeur de prix d'intervention. Donc on va dire pour des situations normales d'entretien, tout doit pouvoir se faire en manuel et au gyrobroyeur, avec des coûts hectares relativement, on va dire, faibles. Par contre, si on attend trop et qu'on a du ligneux qui se développe de façon assez importante dans la parcelle, ou que la parcelle présente des contraintes spécifiques, il faut faire intervenir un broyeur à axe horizontal. Et là, on voit que les coûts sont au moins le double, voire plus, pour intervenir, simplement parce que la machine est plus grosse, plus puissante, et que la vitesse d'avancement est plus lente, donc forcément des coûts plus élevés. Et la conclusion de tout ça, c'est que si on s'y prend tard et qu'on fait intervenir des engins forcément plus lourds pour attraper une situation délicate, les résultats derrière est aussi moins satisfaisant que si on avait suivi la plantation dès le début, que du coup, au final, personne est gagnant.
Donc, avant d'intervenir pour rattraper une situation de défaut d'entretien, il est important de faire un diagnostic sur la parcelle, donc d'évaluer le nombre de plants qui restent, d'évaluer la hauteur des plants qui restent par rapport à la hauteur de la végétation concurrente, de la vigueur aussi des plants et de la végétation concurrente, de l'état sanitaire des plants, et bien identifier aussi le risque qui est lié à la concurrence. Donc, on a commencé à l'aborder tout à l'heure. Parfois, ça va être le risque d'écrasement, donc ça va être plutôt pour les contextes de fougères. Parfois, ça va être plus le risque de la compétition pour l'eau, donc notamment avec les graminées. Et parfois plus le risque de la compétition pour la lumière. Donc là, c'est tout ce qui va être ronces, genêts, ajoncs, fougères, ligneux divers et autres qui présentent une compétition aérienne. C'est souvent important de faire vraiment le tour de la parcelle pour avoir une vision complète, parce que c'est vrai que souvent, lorsqu'on passe au bord de la parcelle, on a une vision qui peut être biaisée et que le bord de piste n'est pas du tout représentatif de la situation globale de la parcelle. Parfois, c'est trop optimiste et parfois, c'est trop pessimiste. Donc, c'est important de quand même faire le tour et de s'enfoncer un petit peu pour avoir une vision réelle sur toute la parcelle. Avant d'intervenir, il faut aussi évaluer le travail à réaliser et les contraintes qui sont sur la parcelle. La première contrainte pour tout ce qui est travaux d'entretien, ça va être la visibilité des lignes de plantation. Derrière la visibilité des lignes, il y a aussi la question de l'espacement entre les lignes et entre les plants, qui permettent de vraiment identifier les plants et de travailler sans couper les plants. Il faut aussi identifier la nature et la quantité de la concurrence, ce qui va déterminer le type d'outil qui sera approprié pour réaliser les entretiens. D'évaluer les résidus d'exploitation, donc l'ensouchement, les rémanents et aussi l'antécédent cultural. C'est vrai qu'on n'aura pas les mêmes contraintes si on est sur une thématique de boisement derrière prairie ou terre agricole que si on est sur un reboisement derrière peuplement forestier, que ce soit feuillu ou résineux. Et d'identifier le type d'outil ou de machine qui sera utilisable. Et bien sûr, tout ce qui va être relief et micro-relief, comme les fossés, les talus, les murets, ou autre chose qui peuvent contraindre le déplacement des engins dans les parcelles. Donc là, c'est quelques photos, une petite série de photos pour vous illustrer différents contextes et différents résultats d'entretien. Donc ici, c'est dans du Genêt, avec du Douglas, où on voit une situation pas forcément catastrophique, mais de plantation qui est bien colonisée par le Genêt et après entretien, qui peut être jugé comme un petit peu fort, mais qui se refermera de toute façon assez vite, étant donné que les plants sont encore assez jeunes. Un deuxième exemple d'entretien réalisé cette fois-ci dans de l'ajonc, qui est un petit peu moins intensif que l'entretien réalisé précédemment. On identifie quand même les plants. Et une illustration de dégagement en puits. Donc autour du plan, on voit bien que la base du plan n'est pas visible, mais que la cime du plan est bien dégagée, et donc le plan pourra assurer sa croissance sans souci et ne pas être menacé par la végétation concurrente. Donc ensuite, dans les différents contextes, on peut se poser la question de quand est-ce qu'il faut intervenir. Dans le cas des graminées, par exemple de la Molini, c'est important d'intervenir avant le recouvrement généralisé du sol, et surtout tant que la plantation n'a pas décollé, c'est-à-dire tant que les plants ne sont pas vraiment installés et ont eu le temps de développer un système racinaire suffisamment profond pour aller chercher des ressources plus profondément que la strate de graminées. Et comment intervenir? Principalement entre les lignes, et on le verra tout à l'heure, l'idéal dans ce cas-là, c'est d'utiliser un cover crop. Pour la fougère, l'idéal, c'est d'intervenir chaque année. Il faut attendre un petit peu à la montée de la fougère, il faut attendre que les frondes soient un petit peu développées. Et l'objectif, ça va être de casser les frondes, on le verra tout à l'heure, de ne pas couper la fougère parce que sinon elle va repartir aussitôt, mais vraiment de la plier pour qu'elle s'affaiblisse et au final meure au pied des plants et pas meure à la suite en écrasant les plants. Et en fait, il faut suivre ces entretiens tant que les plants ne sont pas suffisamment au-dessus et pas suffisamment forts pour résister à cet écrasement par la fougère. Et l'idéal est bien sûr d'intervenir en plein dans ce contexte de fougère.
Sur tout ce qui est tronces, genêts, ajoncs, c'est assez difficile de donner des grandes lignes puisque ça va vraiment dépendre du dynamisme sur la parcelle, de la végétation. Ce dynamisme, il va être lié à la station et au climat, à l'altitude aussi principalement. Mais en gros, tant que la dernière pousse n'est pas clairement au-dessus de cette végétation, il faut continuer à réaliser les entretiens. Et on va dire que c'est une menace jusqu'à ce que la plantation atteigne ou dépasse les 2 mètres. Et pour intervenir, on peut intervenir aussi bien entre les lignes, sur les lignes ou en localisé autour du plan. Sur tout ce qui va être bouleau, tout ce qui va être ligneux dans le bouleau, le châtaignier, charme, l'idéal est d'intervenir assez tôt, avant qu'il soit trop gros, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. C'est que plus les diamètres sont petits, plus on peut intervenir avec des outils qui sont légers. Et du coup, moins ça coûte cher et aussi moins la concurrence est forte vis-à-vis de notre plantation. Donc c'est un petit peu le même raisonnement. Tant que la dernière pousse n'est pas clairement au-dessus de cette concurrence, il faut continuer à réaliser les entretiens, voire même plus, parce que en fait, ces espèces peuvent se développer aussi sous les arbres et monter dans les houppiers. Et quand ils continuent à monter à travers les houppiers, ça représente aussi une concurrence pour la plantation. Donc là aussi, il faut bien suivre jusqu'à 4-6 mètres, voire plus. Après, tout est une question, bien sûr, d'équilibre. C'est vraiment l'envahissement qu'il faut éviter. C'est pas forcément l'objectif n'est pas forcément d'éradiquer tout ce qu'il y a sur la parcelle, mais simplement éviter que la parcelle soit totalement envahie par ces lignes. Donc, pour intervenir, la première étape en situation de rattrapage ou en situation traditionnelle, ça va être d'ouvrir les cloisonnements sylvicoles. L'objectif de ça, c'est d'améliorer l'accès aux différents plans, de faciliter l'identification des plans et des actes à réaliser par l'opérateur qui réalisera l'entretien. Et ça, c'est un gage de qualité, c'est-à-dire que si l'opérateur est déjà concentré à se frayer le chemin dans la plantation, il y a beaucoup de chances qu'il y ait quelques plans qui passent aussi à la trappe, alors que s'il peut circuler dans le cloisonnement et passer de plan à plan assez facilement, on met plus de chances de son côté d'avoir un travail qualitatif derrière. Ça permet aussi de sécuriser l'environnement de travail, un peu pour les mêmes raisons. La circulation sur la parcelle est plus aisée, le sol est plus propre, donc ça limite le risque aussi de chute. Ça permet aussi de segmenter l'espace et donc d'avoir une vision plus fine de ce qui reste sur la parcelle. Et ça permet aussi, mine de rien, de maîtriser une bonne partie de la végétation concurrente. Donc, pour faire cette opération d'ouverture de cloisonnement, on le fait au broyeur, donc on le verra tout à l'heure en fonction, soit c'est du gyrobroyeur, soit broyeur à axe horizontal. Idéalement, quand tout va bien, on l'ouvre entre les lignes de plantation. Si on est dans une situation de faible densité et ou de voie d'échec, donc forte mortalité sur la parcelle, et que les lignes de plan ne sont pas forcément visibles ou bien visibles, le risque à ouvrir les cloisonnements entre chaque ligne de plan, c'est qu'on passe un certain nombre de plans, voire une ligne de plan complète dans le broyeur. Donc là, ça peut être intéressant d'ouvrir plus qu'une ligne sur 2 ou 3, voire même, si c'est possible, espacer encore plus et rouvrir des cloisonnements dans l'autre sens pour fonctionner un petit peu par cellule et avoir une vision de gestion par cellule de ce qui reste sur la parcelle. Ensuite, une fois qu'on a ouvert les cloisonnements, l'objectif, c'est de travailler en localisé autour des plans pour sauver ce qui peut encore l'être lorsqu'on est dans une situation un petit peu délicate. Et pour ça, on intervient donc soit en manuel, soit à la mini-pelle, et de deux façons, pareil, en fonction de la végétation, de son dynamisme et de la hauteur du plan, soit à terre, soit en puits pour les plans qui sont un petit peu plus développés. Les mauvaises idées pour rattraper une situation qui peut être un peu délicate, c'est d'attendre encore un peu, par exemple, quand il y a du ligneux, on peut dire on attend encore un peu, comme ça on pourra peut-être sortir un petit peu de bois énergie. Ça, c'est une fausse bonne idée parce que ce que rapportera le bois énergie ne compensera pas les pertes directes liées à la croissance de la plantation.
Pareil, si c'est pour de la ronce ou de la fougère, le temps que ça se referme, ça peut durer des années et ce n'est pas une bonne idée d'attendre, il faut intervenir au plus tôt. Une autre mauvaise idée, c'est d'envoyer directement un opérateur en manuel dans une végétation dense, parce que c'est des situations très compliquées, c'est du travail difficile. L'opérateur ne sera pas performant en termes de rapidité et le travail derrière ne sera pas non plus très, très qualitatif. Une autre situation qui peut être délicate à gérer, c'est si il y a une volonté de regarnir une plantation qui est déjà trop ancienne, parce que là, ça devient vraiment de l'épicerie. S'il y a vraiment des gros écarts de croissance entre les plants, ça va être compliqué d'assurer l'entretien des plants qu'on aura mis pour le regarni. Du coup, ce sera très compliqué de sortir aussi ces regarnis. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée d'essayer de boucher les trous quand la plantation a déjà un certain retard. Une autre mauvaise idée, ça peut être de travailler en plein. Et là, ça va être par exemple dans le cas du genêt, ou peut-être même de l'ajonc, je connais un petit peu moins. Mais c'est vrai que des fois, on veut chercher à éliminer le genêt et derrière, on peut se retrouver dans une situation de fougère qui est encore plus délicate à gérer. Donc, du coup, le travail en plein, alors je ne dirais pas qu'il est à proscrire parce qu'il a quand même parfois son utilité. En tout cas, il est à réserver à certaines situations un petit peu spécifiques. La dernière mauvaise idée, ça va être d'essayer de rattraper une situation qui, dès la base, est jugée comme irrécupérable. C'est-à-dire que le potentiel forestier de la plantation est plus que remis en cause. Là, ça ne sert à rien d'intervenir en travaux pour essayer de sortir ce type de plantation. Il faut parfois savoir aussi recommencer à zéro. Donc, comment éviter un défaut d'entretien ? Le premier élément, c'est vraiment informer sur l'itinéraire complet et les coûts associés, quitte à planter moins mais entretenir. Donc, quand on dit ça, c'est planter potentiellement un peu moins de surface, mais assurer en tout cas les entretiens sur ces surfaces et pas planter sur des dizaines, centaines d'hectares et ne plus rien faire. Ce qui est important, c'est une surveillance annuelle pendant 3 à 5 ans. Donc ça, vous y aviez plutôt bien répondu. Et enfin, dernier point, c'est la réactivité, surtout en contexte de fougère, où là, ça demande vraiment un suivi annuel et être, on va dire, rapide et efficace dans le déclenchement de l'opération, parce que tout peut se jouer en une année. Ensuite, on va aborder la question des moyens pour réaliser les entretiens. Donc, en termes de porte-outils, si on raisonne comme ça, on peut identifier 3 catégories. Donc, le travail en manuel, qui va être plutôt bien adapté pour le travail en localisé. Le travail avec les mini-pelles, qui est aussi adapté au travail localisé, mais qui est peut-être le porte-outil le plus polyvalent. Et aussi, ensuite, on aura tout ce qui est travail sur porte-outils type tracteur ou autres porte-outils polyvalents, qui, eux, sont peu adaptés au travail localisé, voire pas du tout adaptés au travail localisé, mais qui se débrouilleront très bien pour effectuer du travail en ligne. Et si on veut effectuer du travail en plein, eh bien souvent, il faut utiliser une combinaison de plusieurs de ces outils. Donc, quand on parle de porte-outils polyvalents et tracteurs, je vous ai mis quelques images de quelques exemples ici. Quand on parle de tracteurs, on parle bien sûr de tracteurs équipés forêt, sauf éventuellement dans le cas de boisement de prairies agricoles, où un tracteur agricole peut suffire si on n'a pas de concurrence ligneuse prononcée. Sinon, c'est important d'avoir un tracteur équipé forêt. Ce qu'on voit sur ces différents outils, c'est qu'ils peuvent être plus ou moins lourds. J'ai mis 6 à 12 tonnes, que les largeurs peuvent varier de 50 à 3 mètres, voire 3 mètres et quelques. Et c'est peut-être un détail, mais ça a une importance fondamentale, puisqu'il faut le lier directement aux espacements des lignes de plantation. Et ce diagnostic-là est important, à ne pas envoyer un outil qui fait proche de 3 mètres. L'espacement entre les lignes est également à 3 mètres, c'est dégâts assurés sur les plans. L'intérêt des différents outils, c'est d'associer ou en tout cas d'essayer d'optimiser la puissance nécessaire
par rapport aux travaux, d'optimiser la puissance de l'outil par rapport aux travaux qu'il y a réalisés, à savoir que les broyeurs qu'on peut appeler peut-être un peu lourds sur chenille sont des broyeurs qui sont excessivement puissants, qui ont été beaucoup utilisés en remise en état de parcelles après tempête, mais qui normalement n'ont pas vocation à être adaptés, à être utilisés en entretien courant forestier. Un petit focus sur les porte-outils dits polyvalents, qui peuvent être intéressants parce qu'ils offrent des combinaisons d'outils assez diverses, et certains modèles proposent des rotations de roues multiples. Donc, c'est les petits schémas en bas à droite qui peuvent permettre de se faufiler assez facilement dans des parcelles quand la forme de la parcelle ou le schéma de circulation sur la parcelle est un peu compliqué. Sur ces porte-outils, du coup, on va pouvoir installer plusieurs types de broyeurs. Donc, il y a ce qu'on va appeler les gyrobroyeurs. Donc, c'est ce qu'on voit sur la gauche, où c'est une rotation d'axes qui va entraîner soit des chaînes, soit des couteaux, et qui est plutôt adapté à de la végétation, on va dire, de diamètre limité, même si ça peut quand même avaler des diamètres un petit peu conséquents, de l'ordre de peut-être jusqu'à quelques 10 cm. Je ne sais pas si l'entrepreneur voudra réagir tout à l'heure sur cette question. Et à droite, le broyeur, ce qu'on va appeler le broyeur à axe horizontal, qui lui peut avaler des gros diamètres sans souci, mais qui par contre va avancer beaucoup moins vite sur la parcelle. Bon, après, quand on dit avancer beaucoup moins vite, ça va dépendre aussi forcément des diamètres et de la quantité de végétaux à passer au broyeur. Un petit détail aussi qui joue sur la vitesse d'avancement de ces outils, c'est la hauteur à laquelle on va effectuer le broyage. À savoir que dans les cloisonnements, pour ouvrir les cloisonnements, l'objectif n'est pas forcément de passer vraiment à ras terre, notamment si on est sur des terrains ensouchés ou avec des présences d'éléments rocheux. Ce n'est pas forcément pertinent de passer trop proche du sol. Deux autres outils qui peuvent être montés sur un porte-outil polyvalent tracteur, c'est le rouleau brise de fougère, donc qui va simplement être tracté derrière le tracteur, et l'objectif, c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, de casser la fougère pour la rabattre au sol et ne pas qu'elle écrase les plants en fin de saison de végétation. Et aussi, du coup, le cover crop forestier, qui lui assure un travail superficiel du sol, donc ce n'est pas vraiment un travail du sol en tant que tel. Et l'objectif, c'est vraiment plus de retourner ou scarifier le sol en surface pour limiter le développement de la végétation. C'est un outil qui est particulièrement adapté au travail dans les graminées, mais qui peut être envisagé assez tôt dans les itinéraires pour les autres situations. Ça permettra de ralentir le développement de la végétation concurrente. Ensuite, je vous ai mis une petite slide sur des outils qui sont assez récents et qui se développent et qui sont très, très performants. C'est tout ce qui va être les mini-chargeuses équipées d'un broyeur à axe horizontal. Alors, l'avantage de ces outils, c'est qu'ils ne sont pas ultra puissants. Par contre, ils sont ultra compacts et ils permettent vraiment de se faufiler et de travailler efficacement dans les plantations. Donc, je ne sais pas, Gilda, si tu peux lancer la petite vidéo. Donc, c'est vraiment un petit gabarit et monté sur chenille, donc ça permet de passer relativement bien dans les plantations. La petite contrainte peut-être liée à l'utilisation de ce type d'outil, ça va être l'ensouchement sur la parcelle, même si effectivement, comme il a le broyeur devant, il peut éventuellement rabattre un petit peu la hauteur de souche. Le problème, c'est que s'il réalise ce travail, forcément l'avancement sera moins rapide que si c'est simplement du travail de broyage. L'autre avantage, effectivement, aussi de cet outil, c'est que comme on le voit ici, le broyeur peut se lever assez haut et que, par exemple, s'il y a un ligneux qui s'est développé dans le cloisonnement, il peut très bien monter avec son broyeur pour réduire le ligneux qui s'est développé dans son passage. Donc, c'est un outil assez performant.
Donc, je crois que Guillaume repart et équipé, ou peut-être que je dis une bêtise, je vous laisserai réagir peut-être après dans la suite de la discussion. Pour réaliser les entretiens de manière on a aussi tout ce qui va être les mini-pelles. Donc, quand on parle de mini-pelles, en fait, ça va couvrir une gamme assez vaste de porte-outils, puisque ça va d'outils très légers, type 2 tonnes 5 à 4 tonnes, 5 tonnes, 6 tonnes et plus. L'avantage de ces outils, c'est qu'ils restent très compacts, donc moins de 2 mètres pour les plus petites des mini-pelles, mais en général entre 2 mètres et 2,50 m pour les pelles de taille un peu plus conséquente. L'intérêt d'utiliser des pelles de taille un peu plus conséquente, c'est bien sûr la puissance associée et aussi le confort d'utilisation pour l'opérateur. Parce que le problème des pelles ultra compactes, c'est que ça secoue quand même pas mal pour tout ce qui va être travaux forestiers. Sur ces mini-pelles, les développements sont assez dynamiques en ce moment et il y a vraiment une multitude d'outils qui se développent de jour en jour, en France ou à l'étranger. Là, je vous ai mis quelques exemples d'outils qui existent à monter sur les mini-pelles. On va retrouver des cisailles pour tout ce qui va être ligneux, des scies circulaires qui vont être, on va dire, polyvalentes, et des lamiers que j'ai jamais vu fonctionner, mais que j'ai mis, on va dire, pour l'anecdote. À souligner peut-être une initiative française de Gallic Solutions, avec le broyeur Barto, qui est un gyrobroyeur recouvert par une sorte de cloche qui permet de travailler dans les plantations. Et on peut bien sûr retrouver les broyeurs traditionnels, petits broyeurs à axes horizontaux, voire même aussi gyrobroyeurs à monter sur bras de pelle. Pareil, juste après, je crois qu'il y a une petite vidéo du Barto. Gilda, si tu peux la lancer. Donc, ça permet vraiment de pouvoir travailler en localisé autour du plan ou de travailler une zone aussi plus largement. Et ce type d'outils montés sur pelle permettent de travailler potentiellement un petit peu à hauteur, donc un petit peu en pluie, et pas forcément de travailler à terre comme on le fait parfois. Donc pareil, c'est selon la taille des plans, l'une ou l'autre méthode sera plus appropriée. L'intérêt aussi de ce type d'outil et de la mini-pelle, c'est que ça procure à l'opérateur une vision un petit peu plus haute que s'il était en situation manuelle. Et donc potentiellement une meilleure visibilité du travail qu'il réalise. Sur pelle, toujours, on va retrouver des outils qui ont été développés en partie avec l'ONF. Donc par exemple, la bâtonneuse à fougère, on verra aussi juste après une vidéo, et le Silvacas, qui est un outil Becker, qui permet de travailler cette fois-ci plutôt dans les ligneux, donc soit pour du dépressage ou du nettoiement. Donc là, je crois aussi que j'ai ajouté 2 vidéos. Si je peux te redonner la main, Gildas. De toute façon, je crois, Gilda, tu disais que tu mettrais toutes les vidéos dans la discussion, comme ça, si vous voulez y revenir par ailleurs, vous pourrez, et peut-être notamment écouter un peu plus les témoignages ou faire plus de recherches sur les différents outils. Donc le Silvacas, là, en l'occurrence, il permet de remplacer un travail qui serait traditionnellement effectué plutôt à la tronçonneuse par un opérateur à pied dans la parcelle.
Et ensuite, je crois qu'on a la vidéo de la bâtonneuse. On a même les pubs. Donc le bâtonnage, ce n'est pas une technique qui est nouvelle, hein, c'est une technique assez ancienne en forêt. Simplement, elle a été adoptée sur un outil monté sur Minipel et qui permet du coup de travailler des surfaces beaucoup plus conséquentes et d'assurer aussi une certaine ergonomie du travail à l'opérateur qui réalise l'entretien. Comme on voit, c'est des bâtons qui tournent autour d'un axe et qui permettent de simplement plier et pas sectionner la tête de la fougère. L'objectif, c'est bien de rabattre la fougère au sol et pour pas qu'elle écrase le plant en fin de saison et de ralentir sa croissance. Donc la fougère, on le répète, c'est important de vraiment surveiller et d'intervenir tous les ans tant que la plantation n'est pas sortie. Une année sans entretien peut suffire à remettre en question l'avenir de la plantation. Aux outils. Donc j'ai mis pour mémoire le croissant forestier traditionnel qui, on va dire, n'est plus ou quasiment plus utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on utilise surtout, c'est effectivement des débroussailleuses. Alors, il y a en fait deux types de débroussailleuses. Il y a ce qu'on va appeler les débroussailleuses classiques et il y a ce que l'ONF appelle croissant mécanique et ou dans les catalogues constructeurs plutôt débroussailleuses à poignée ronde. C'est des outils, c'est à peu près la même chose. On retrouvera des puissances similaires, même si les puissances débroussailleuses à poignée ronde monteront pas aussi haut que les débroussailleuses traditionnelles. L'intérêt de ces deux outils, c'est que la débroussailleuse classique, elle permet effectivement de travailler de façon assez ample et de couvrir une surface assez importante au sol. Par contre, la débroussailleuse à poignée ronde, elle permet éventuellement de travailler un petit peu plus en hauteur, notamment pour réaliser du travail de puits, et ça permet de travailler plus finement qu'une débroussailleuse traditionnelle. Du coup, l'aspect un petit peu plus négatif, c'est qu'on balaye moins de surface qu'avec une débroussailleuse traditionnelle en un seul geste. Donc, c'est un outil qui va être plus à réserver aux usages de dégagement dans des situations digneux où là, il faut vraiment être assez précis sur la coupe, sur tout ce qui va être végétation type ronce, genêt. La débroussailleuse traditionnelle est certainement plus adaptée. Aussi, une autre alternative, ça va être tout ce qui est débroussailleuse à dos. Bon, je ne m'étendrai pas sur le sujet, je laisserai l'entrepreneur s'exprimer s'il a un avis sur la question, qui est sûrement une question plus de goût de l'opérateur par rapport à l'un ou l'autre outil et par rapport au confort de travail. On retrouve aussi tout ce qui est tronçonneuse pour les travaux, comme je disais tout à l'heure, de nettoiement et dépressage, dès qu'on va être sur du ligneux de taille un petit peu plus conséquente. Et à droite, je vous ai mis les différents outils de coupe qu'on peut retrouver sur les débroussailleuses, entre les couteaux à taillis, les couteaux à ronces ou plutôt les couteaux, les scies circulaires pour attaquer les ligneux. La remarque un petit peu générale sur les outils manuels, ce qui est important en fait, c'est d'adapter la puissance de l'outil au travail à réaliser. Souvent, quand on parle de débroussailleuses forestières, on est sur des débroussailleuses qui ont quand même des cylindrées élevés. Le problème de ça, c'est qu'effectivement, plus la cylindrée est élevée, plus le poids de la machine est fort. Et qu'en fait, idéalement, après, ce n'est pas forcément toujours possible,
selon l'équipement de la personne qui intervient et des moyens ou de l'hétérogénéité présente sur la parcelle. Mais l'idéal, c'est d'essayer d'adapter la puissance de l'outil au travail à réaliser, et que parfois, quand on fait un passage, on va dire, léger et à temps, on n'a pas forcément besoin d'une forte puissance, et ça permet de gagner sur le poids de l'outil et en confort à l'utilisation. Une autre diapo sur des outils alors que je n'ai pas vu fonctionner en France, et je pense qu'ils ne sont pas forcément utilisés, qui sont plutôt utilisés dans les pays scandinaves, et qui permettent de faire de la scarification localisée autour du plan. Et donc, ça peut être intéressant en préventif ou pour travailler dans des situations de graminées, toujours pour réduire la compétition vis-à-vis de l'eau autour du plan. Donc, c'est des outils qui se montent sur des débroussailleuses. En autre alternative aussi, qui reste presque de l'hybride entre du manuel et du mécanisé, on peut parler des broyeurs radiocommandés, qui sont des outils qui commencent à se développer, qui ont quelques contraintes pour l'utilisation forestière, notamment du fait que l'opérateur est souvent situé derrière l'outil et du coup, on ne voit pas forcément la zone qu'il travaille, mais ça reste des outils qui sont intéressants et qui se développeront certainement de plus en plus dans nos milieux, et sûrement avec des évolutions ergonomiques au niveau du poste de travail et de la manipulation de ce type d'outils. Donc, Gilles, si tu peux lancer la vidéo. Donc aujourd'hui, c'est plutôt des outils qui sont utilisés en espace vert, et notamment pour entretenir tout ce qui va être talus, parce qu'évidemment, comme là, on a un centre de gravité hyper bas et qu'en plus, il n'y a pas d'opérateur sur la machine, on peut envoyer les machines dans des pentes assez conséquentes. L'intérêt pour nous, c'est que bon, c'est pareil, c'est des gammes complètes de puissance, on va dire variées, mais ça en existe des puissants, des suffisamment puissants pour travailler en conditions forestières. Maximum. Donc on est en présence du RoboGreen Evo de chez Energreen, qui est une marque qui est présente depuis très longtemps sur le marché mondial avec les robots et des machines avec des bras qui vont de 6 mètres à 17 mètres. Actuellement en tournée donc avec cette machine qu'on peut équiper donc avec des multi-outils. Là c'est une tête forestière, donc dit débroussaillement et herbe dans un sens et dans l'autre. Aujourd'hui, on représente donc le Robo Evo qui est dans une gamme qui va donc de 30 à 240 chevaux aujourd'hui chez Energreen. Voilà, je vais peut-être reprendre la main. Si vous voulez voir la vidéo en entier, de toute façon, elle sera disponible a posteriori. Ensuite, juste une diapositive pour vous illustrer un projet de recherche qu'on a en cours, qui est le projet Extrafort, qui vise en fait à développer des exosquelettes pour les travaux forestiers, et notamment pour les travaux d'entretien avec des débroussailleuses. Je vous ai mis 2 photos ici qui illustrent un petit peu un des développements du projet, et dont vous entendrez peut-être parler dans le futur.
Donc, en conclusion de cette présentation, ce qu'il faut retenir, c'est que, et de cette partie sur les outils, c'est qu'il n'y a pas de schéma unique pour les entretiens. Il y a vraiment un travail de diagnostic à réaliser et pour ça, c'est les professionnels de votre région qui sont le mieux placés pour le réaliser. Des petits points de vigilance particuliers sur les graminées, on l'a déjà dit plein de fois aujourd'hui, mais c'est de la concurrence qui est effectivement non visible et vraiment surveillée parce que ça peut être fatal dans les premières années. Attention à la fougère, parce que pareil, en une année, on peut tout perdre si on ne se tient pas à la rigueur des entretiens. Et l'intérêt, ou en tout cas l'avantage, c'est que si on s'y tient pendant les premières années, après, on est tranquille assez rapidement. Et attention au travail en plein, effectivement, parce que dans certains cas, on peut se retrouver avec des inversions de flore et parfois qui ne sont pas forcément avantageuses. Et l'autre, on va dire, aspect plutôt négatif qui peut résulter du travail en plein, c'est l'aspect qualité de la plantation avec le développement de la branchaison sur la partie basse de l'arbre dès qu'on est sur des arbres de taille de quelques mètres. L'autre conclusion, c'est que toutes les solutions qu'on a présentées, l'intérêt, c'est potentiellement de les mixer, soit sur une même année, soit d'année en année, passer un an en manuel, un an en mécanisé, donc soit un coup sur la ligne, soit un coup entre la ligne, soit passer que une ligne sur deux. Donc, il y a moyen de mixer les solutions dans le temps et dans l'espace. Et le dernier point à retenir pour aujourd'hui, c'est qu'il vaut mieux intervenir trop tôt que trop tard. On l'a vu tout à l'heure, dès qu'on intervient trop tard en situation de rattrapage, c'est des situations qui sont plus délicates, donc les coûts associés seront plus élevés et ça nécessite du matériel un petit peu plus spécifique. Donc, quand il y a un doute sur le fait de passer en entretien, c'est qu'il n'y a pas de doute, c'est qu'il faut passer en entretien. Les points qui sont importants pour prévoir les entretiens et plus généralement l'installation de la plantation, c'est la connaissance du matériel qui est disponible dans la région. On parlait tout à l'heure des espacements entre lignes. Effectivement, aujourd'hui, le standard, c'est 3 mètres. Donc, on peut vouloir le faire à 2,50, mais si derrière, il n'y a pas les outils disponibles pour réaliser les entretiens, ce sera tout en manuel. Donc, c'est aussi possible. C'est une contrainte à avoir en tête dès le départ. Et pareil, par rapport au type de végétation concurrente, c'est important de savoir qu'est-ce qui est disponible dans la région. Et réaliser les entretiens, mine de rien, c'est aussi créer de l'activité, de permettre le développement d'entreprises de travaux, et donc de diversifier les solutions et les méthodes, de diversifier aussi les pratiques, et derrière de gagner au final au niveau de la filière en technicité sur les entretiens, en qualité des entretiens, parce que les entrepreneurs vont s'équiper de matériel adapté pour être efficaces et performants dans ces entretiens, et du coup, à terme, de gagner aussi en qualité, bien sûr, et en coût, parce que les entrepreneurs auront suffisamment de chantiers pour pouvoir développer et utiliser du matériel un peu plus spécifique que si les entretiens ne sont jamais réalisés. Ça ne permet pas aux entrepreneurs de développer l'activité. D'autres aspects importants, c'est de raisonner vraiment l'aspect renouvellement au niveau global et non pas poste par poste. Et quand on dit global, en fait, c'est presque dès l'exploitation, de la gestion des rémanents jusqu'au dernier entretien. Et que vouloir faire des économies, parfois à un moment de la chaîne, ce n'est pas forcément productif sur l'ensemble de l'itinéraire. Et que bien sûr, il faut raisonner le choix du couple méthode-outil et qu'il n'y a pas de solution miracle. Quand on est performant techniquement, on ne l'est pas forcément économiquement. Ce qui est bien du point de vue environnemental, ce n'est pas forcément pareil performant du point de vue technique. Donc, tout est une question de contexte, de parcelle, d'équilibre, de disponibilité des outils et du choix, bien sûr, du propriétaire ou du gestionnaire. Je vous remercie de votre attention et je pense qu'on va maintenant passer à une partie discussion. Voilà, merci Marin pour cet exposé effectivement très complet. On a vu beaucoup de choses. C'était très riche. Donc maintenant, on va pouvoir réagir avec les différents acteurs de la filière qui sont ici présents. Donc la table ronde va
vont prendre place Xavier Grenier, ingénieur au CRPF Bretagne Pays de la Loire, David Leferrec, qui est technicien dans le Finistère pour le CRPF, Isabelle Bertrand, qui est responsable du service forêt à l'ONF de Bretagne, Loïc Mercier, qui est expert forestier, et puis Guillaume Ropars, entrepreneur de travaux forestiers de la Sarl MAG. Voilà, donc on va pouvoir échanger et puis répondre à toutes vos questions. Je répète, une première question pour Loïc. Là, à la fin, on voyait qu'il y avait un équilibre entre les différents aspects économiques, techniques, environnementaux. Quand un client vient te voir pour la gestion, etc., comment se fait un peu la discussion, les choix qui peuvent être réalisés? Tout d'abord, j'invite à avoir une réflexion vraiment en amont des entretiens et de la programmation de la plantation. Il faut vraiment avoir à l'esprit de comment vais-je réaliser mon entretien, quels moyens techniques vais-je utiliser, est-ce que j'en ai à ma disposition, est-ce que j'ai des entrepreneurs à proximité, et il faut vraiment définir cette stratégie-là d'entretien et la prendre en compte dans notre itinéraire technique de plantation. Marin Chaumet a parlé effectivement de l'espacement entre les lignes, la distance entre les lignes. C'est un élément effectivement à bien prendre en compte, de ne pas se retrouver avec un espacement trop étroit si jamais on a à disposition un entretien mécanisé avec un tracteur agricole qui permettrait d'effectuer des économies sur les entretiens. À contrario, d'avoir des espacements qui soient trop larges, obligerait à faire un double passage, ou aussi lors de la première éclaircie, lorsqu'on crée des cloisonnements, on aurait des espacements beaucoup trop larges. Donc voilà, il faut vraiment avoir une réflexion globalisée et la plus en amont possible, et j'ai envie de dire même presque au moment de l'exploitation du peuplement, avoir en compte comment on va gérer notre exploitation, et en particulier la gestion des rémanents, qui va générer des surcoûts aussi à la préparation du sol, et puis de fait va s'enchaîner ensuite les entretiens. Donc vraiment avoir une vision globale et essayer d'anticiper au maximum ces entretiens, et déjà avoir à l'esprit comment vais-je les faire, quoi. Oui, effectivement, cette question d'anticipation, je crois que c'est un petit peu quelque chose qui revient régulièrement dans nos webinaires. Isabelle, quand on m'en préparait, je sais que tu m'avais dit qu'au niveau de l'office, vous essayez de ne jamais être en retard dans les entretiens. Donc, effectivement, vous essayez d'anticiper à chaque fois. Des fois, ça doit quand même être… la végétation, ça peut arriver que ça nous dépasse. Donc, voilà, comment vous essayez de voir ça en amont, telle technique, c'est dès vraiment l'exploitation, comment vous approchez un petit peu le sujet? Alors, on l'avait un peu dit, je pense, déjà lors du webinaire précédent, l'important, c'est déjà de partir de l'existant, donc des cloisonnements d'exploitation, puisque c'est déjà la partie du sol qui est tassée, et qu'a priori, ce n'est pas forcément intéressant d'aller planter dans des cloisonnements d'exploitation. Donc, le schéma de plantation doit déjà être défini par rapport au schéma d'exploitation, en fait. Et c'est à partir de ces cloisonnements d'exploitation qu'on va implanter nos lignes, essayer. En fait, il y a beaucoup de modèles dans les guides, dans les publications, il y a beaucoup de modèles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours penser à adapter ce modèle à ce qu'on a sur le terrain, et notamment au schéma d'exploitation qu'on a pu mettre en place. Et du coup, ça crée des contraintes supplémentaires. Il y a la contrainte de la largeur des engins, et il y a la contrainte aussi des schémas qu'on a. Donc, il faut faire un peu de calcul, et puis il faut parcourir sa parcelle. Après, nous, on a la chance d'avoir des outils qui nous aident à programmer les travaux annuellement et qui nous aident à les suivre. Donc, je pense que ça, c'est aussi important peut-être pour les propriétaires de se dire, si je me lance dans une plantation sur ma forêt, il faut que je pense pendant 5 ans à la suivre, peut-être se donner un petit tableau de suivi des plantations qu'on a dans sa forêt année après année, le temps que les plants soient au-dessus de la concurrence ou sortis là-dedans du gibier. Effectivement, David et Xavier, je pense que vous devez être régulièrement sollicités par des propriétaires, effectivement, pour savoir est-ce qu'il est temps que je fasse un entretien, qu'est-ce que vous en pensez. Vous avez ce rôle de conseil au CRPF, donc c'est des cas que vous rencontrez sûrement très, très fréquemment. Ouais. Pardon. Donc ce que vient de dire Romain et Loïc est très important, mais je crois que pour l'entretien, nous, on est souvent confrontés à ces problèmes de retard de dégagement, parce que
des événements individuels du propriétaire ont fait qu'on n'a pas pu suivre le cursus normal de dégagement de la plantation. Dans tout ce qui a été présenté, on est amené à chercher effectivement des outils qui permettent d'effectuer ce rattrapage. L'outil qui a été présenté, puis qu'on a utilisé par ailleurs avec Guillaume Ropars sur d'autres situations particulières, c'est l'évolution de ce matériel qui est intéressante parce qu'elle permet quand même de régler le problème de l'écartement des fois insuffisant des lignes de plan et qui font qu'aujourd'hui, quand on a du retard, le travail manuel est quasiment impossible, ou en tout cas, on ne peut pas trouver de personnes qui sont capables de rentrer dans des densités de végétation. Je vous ai montré un dégagement dans de l'épicète Sitka qui était très tard, avec une densité d'ajoncs très importante. Eh bien, si on n'a pas de solution mécanique, le dégagement n'est pas possible, ou le rattrapage n'est pas possible. Donc, je trouve que ces perspectives, cette réalité d'évolution matérielle de petits broyeurs sur des chargeuses, sur des mini-pelles, sur des choses comme ça permet de permettre le travail manuel qui est nécessaire ensuite à l'opérateur, sinon on ne peut pas rentrer dans ces peuplements-là et on les laisse tomber. Et je crois que c'est essentiel. Un opérateur, aujourd'hui, ça devient compliqué à trouver, et si on ne le met pas dans des conditions de travail raisonnables, c'est-à-dire qu'il sache où il en est, combien de lignes il lui reste à faire, où est-ce qu'il en est dans la parcelle, eh bien, si on n'a pas cette solution mécanique, on va perdre beaucoup de plantations. Et cette évolution mécanique me paraît intéressante, importante, et on arrive à des coûts financiers relativement abordables au lieu de perdre une plantation. Donc oui, c'est une réalité chez nous, CRPF, avec le contact aux propriétaires. Ces matériels-là sont devenus la réponse à pas mal de réalités d'évolution des plantations. Souvent, les propriétaires qu'on rencontre, on a, je dirais, depuis quelques années, on suit ça, je dirais, il y a une hauteur critique d'intervention ou de non-intervention. Vers 1,50 m à 2 mètres de hauteur de plan, les propriétaires ont tendance à dire « ça y est, c'est gagné », alors que pas du tout. Je dirais c'est le commencement soit de la fin ou soit d'une bonne situation de croissance de la plantation. Et là, comme disait Xavier et les autres intervenants, la mécanisation devient importante et intéressante, ce qu'il va falloir aussi travailler. Et la journée du 22 juin, j'espère pouvoir répondre tout partie à ça, c'est d'arriver peut-être à avoir aussi des interventions autour du plan en mécanisé, avec peut-être un broyeur sur un bras mécanique, des choses comme ça, pour encore réduire la partie manuelle qui coûte très cher et où on n'a plus d'intervenants. Donc, ce que je voulais préciser aussi, c'est que souvent, on a tendance à faire trop propre quand on intervient en rattrapage et on a des gros problèmes de stabilité des peuplements. Je le voyais encore vendredi dernier, je l'ai vu quelques jours en amont, où finalement, on se dit, bon, quitte à faire venir le broyeur, on va faire toutes les interlignes et faire propre autour du plan. Conclusion, c'est toute la plantation ou une grande partie de la plantation se retrouve basculée par le vent, où il faut redresser les plans ou, dans certains cas, reprendre la plantation depuis le point de départ. Donc, attention, chaque situation est particulière et vraiment analyser effectivement la concurrence. Est-ce qu'on a de l'ajonc, du bouleau, du genêt? Et suivant la richesse du sol, en fait, on a des réactions très différentes suivant les plantations. Donc, attention à tout ça. Mais en tout cas, effectivement, je rejoins ce que disait Marin, c'est quand on se pose la question, est-ce qu'il faut y aller ou pas, il ne faut pas se la poser. On est en situation quasi de retard. Alors, tu évoquais la journée du 22 juin, donc là je l'ai mis à l'écran. Il y a effectivement une démonstration qui est prévue à Plougonvin dans les Côtes d'Armor. Voilà, donc plus d'informations sur le site du CRPF. Alors, Plougonvin, c'est quand même le Finistère, mais ce n'est pas grave, on n'est pas… Ah, pardon, j'avais mal noté. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Donc, on aura Guillaume Ropars, il y aura d'autres intervenants aussi pour différents matériels et je ne désespère pas avoir un bras mécanique pour faire du dégagement par puits de lumière autour des plans. C'est en discussion. Si je peux me permettre un élément aussi à prendre en compte pour compléter ce que disait David, il y a aussi les dégâts de gibier
qu'il faut prendre en compte lors des dégagements. Effectivement, il ne faut pas trop dégager, comme disait David, avec des risques d'instabilité des peuplements, mais il y a aussi le problème de gibier. Si on fait des plantations très très propres, c'est un élément à prendre en compte en fonction de la présence et de la densité de population de gibier que vous avez sur votre forêt, quoi. Notamment si on a du cerf, et on a le cerf qui arrive aussi en Finistère. Je crois que les dégagements mécanisés, et non pas à ras terre, mais peut-être à 1 mètre, 1,50 m de haut, je crois que ça va être primordial. Guillaume, peut-être que vous vouliez réagir par rapport à ce qui a été dit. Donc, voilà, les difficultés qu'il peut y avoir des fois à rentrer dans des parcelles. Vous avez fait le choix donc, de vous équiper de ce matériel-là qui, on voit, correspond aux attentes. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme témoignage? Déjà, merci beaucoup à tous les intervenants de vanter un peu les mérites de notre outil. C'est vrai qu'il est relativement petit, léger, étroit. Donc, c'est un engin entre les plantations de Sitka ou de Douglas ou n'importe quel truc qui passe très bien, qui ne fait pas de tassement de sol et tout ça. Donc, c'est vrai que tout le monde a résumé un petit peu le rendu de l'engin. Et non, c'est quelque chose il faut faire du dégagement, mais comme dit Loïc et David, il ne faut pas trop en faire non plus pour le gibier ou pour la météo aussi avec le vent. Mais non, c'est un engin qui vraiment, le travail porte ses fruits. Et puis, on a quelques retours maintenant sur les années passées que non, il y a des très, très bons retours. Ouais. Il y a des plantations qui avaient du retard, qui ont été laissées un peu à l'abandon pendant 2-3 ans, qui ont le genêt qui a pris le dessus un petit peu. Donc, on a broyé, on a fait du nettoyage avec le mini-bulle, avec le broyeur. Ensuite, on a fait des apports d'engrais sur les plantations et puis on voit bien que ça reprend le dessus un petit peu. Ouais. C'est des parcelles qui ont pris du retard, mais qui arrivent à reprendre un peu le dessus sur la végétation, quoi. Donc, non, c'est des très, très bons retours. Ouais. Quelques questions qui avaient été posées. Donc, il y en avait une première, je pense, Marin, c'était au tout début de ta présentation, quand tu présentais les essais. Donc, est-ce que les résultats sont aussi marqués sur les chênes, hêtres et les feuillus en général? Oui, ça marque aussi. Alors, c'est vrai que sur les graphiques, c'est moins impressionnant parce que forcément, les croissances dans le jeune âge sont plus faibles. Mais du coup, les écarts paraissent aussi plus faibles, mais en relatif, c'est aussi fort. Et si, il y a moyen d'accélérer considérablement les croissances dans le jeune âge. Après, voilà, il y a aussi effectivement tout ce qui a été dit. Idéalement, en fait, du point de vue purement croissance, il faudrait pas de concurrence. Après, on voit qu'effectivement, la concurrence, elle peut aussi avoir des atouts pour les aspects vent, comme ça a été dit, pour les aspects gibier et aussi surtout pour les aspects forme, parce que c'est vrai que si on cherche à faire pousser trop vite aussi dès le départ, on va gagner sur la croissance, mais on va perdre sur la forme, et c'est pas forcément l'idée non plus. Donc voilà, tout est possible. Donc et c'est aussi marqué. Voilà, si on n'est pas aussi on va dire précautionneux dans le suivi. Alors le hêtre, c'est un petit peu différent parce qu'il est très très tolérant à la concurrence. Et ça, c'est vrai que c'est un aspect qu'on n'a pas encore forcément discuté, c'est la nature des espèces. L'autre cas presque opposé au hêtre, ce serait le mélèze. Le mélèze, il ne faut pas du tout se louper dans les entretiens. C'est vraiment déterminant pour la croissance et la stabilité. Et après, il y a sûrement le hêtre que je connais aussi un peu moins, hein, mais qui est sûrement plus tolérant au retard et qui, par contre, je sais, peut réagir en croissance un peu plus tardivement que d'autres résineux. Donc, tout est une question d'équilibre, mais oui, les différences sont aussi marquées sur les autres espèces, même feuillues. Pour répondre à Monsieur Nathan par rapport au matériel de Guillaume Repars, voilà, donc là, je le mets à l'écran, c'est ce matériel-là. Voilà. Donc, si je peux me permettre, comment Gilda, oui. Je peux donner quelques mesures un peu de l'engin, si tu veux. Oui. Donc, c'est un engin qui fait 2,20 m de large, donc hors tout. Donc, c'est un engin qui se place très, très bien entre les plantations, qui est un engin qui peut faire demi-tour dans des cloisonnements. C'est un engin en chenille caoutchouc.
Donc, c'est pareil, il y a très peu d'impact au sol, très peu de tassement aussi. C'est un engin qui fait 5 tonnes 5, donc qui est très léger. Très léger quand même quand on compare les autres broyeurs que peuvent avoir des concurrents. C'est un engin qui ne fait pas de tassement de sol, qui n'abîme pas. Et donc, voilà, quoi. Pour vanter un peu ses mérites de celui-là, quoi. Ok, Il y a, merci. il y a une chose qui me paraît important dans la réduction de la largeur de ces outils, c'est que ça va permettre si vous voulez, pour répondre au problème de nettoyer des interlignes ou dégager, plus les engins sont larges, moins on met de plants à l'hectare dans les plantations et moins plus on va impacter le risque de bois de plus ou moins de mauvaise qualité à la suite avec les problèmes de forme, d'élagage, etc. Je pense à certaines plantations feuillues, hein, je pense à des plantations de chênes ou de choses comme ça. Quand on descendait à 2 mètres, 2 mètres par 2 mètres, c'était forcément du dégagement manuel. Aujourd'hui, ça devient compliqué à faire, mais on peut compenser ce problème-là par s'adapter à l'outil qui existe. Alors, il s'avère qu'on a la chance d'avoir Guillaume à côté de nous. Il nous dit c'est 2,50 m, et ben on va adapter notre taille de plantation ou nos écartements pour serrer plus les plants sur la ligne, de façon à être sûr d'avoir à l'hectare une quantité de plants qui permettent de répondre à cet objectif de produit de bois de qualité. Ce n'est pas en baissant les densités des plants qu'on va régler le problème de la qualité et non plus du dégagement. Je crois que c'est ça qui est important. Il faut mettre suffisamment de plants, il faut pouvoir les dégager. Et ces outils-là me permettent d'imaginer. On fait une étude importante sur le chêne, par exemple, aujourd'hui, et on s'aperçoit qu'en dessous des densités à 2000 à l'hectare, on n'a pas des formes très, très, très satisfaisantes. Donc, il faut aussi tenir compte de ça dans le dégagement et dans l'installation de la plantation. C'est important. Même dans notre futur SRGS, les densités, on l'a évoqué hier, Gilda, les densités minimales de plants ont été revues à la hausse parce que l'expérience nous montre qu'on ne répond pas à la question du renouvellement si on ne met pas assez de plants à l'hectare. Voilà, si on veut produire du bois de qualité, effectivement, c'est vraiment indispensable, tout à fait. Je voulais revenir un petit peu sur les performances du broyeur. Là. Guillaume, est-ce que tu as fait entre guillemets, des mesures de pourcentage de pente jusqu'auquel tu peux intervenir? Je l'ai vu dans des propriétés où tu es intervenu, des pentes, je dirais, de au moins 15%, ça avait l'air de bien passer. Est-ce que tu es déjà intervenu sur des pentes plus fortes et avec quel résultat? Eh ben, à vrai dire, quand on a acheté le mini-bulle, quand on l'a reçu avec les chenilles d'origine, on s'est aperçu que dans la pente, il n'y allait pas bien du tout, très peu d'adhérence. L'engin lui-même se comporte bien, mais les chenilles, si tu veux, nous bloquaient rapidement. Et là, du coup, on est arrivé à 1000 heures de travaux avec l'engin. Donc, on a fait un changement de chenille qui commençait à être usé en forêt. Et là, on se rend compte qu'avec les nouvelles chenilles, on arrive à aller jusqu'à du 21 à 22 degrés de pente. Même la semaine dernière, on a fait un chantier pour un propriétaire là, sur la commune de Berrien qui nous avait mis en relation via Cyril Cormier, anciennement du CRPF. Et donc, du coup, on s'est aperçu que 21-22% de pente, il se portait très bien. Et par beau temps, il arrivait à remonter sans avoir besoin de se tirer avec un treuil ou quoi que ce soit, quoi. Donc, on en est vraiment content. Et là, on s'aperçoit que même dans la forte pente, il peut y aller. Ouais. Il y avait une question tout à l'heure. Est-ce que le pâturage sous peuplier peut-il être considéré comme un entretien? Question piège, j'aurais tendance à dire que non, parce qu'on réduit forcément la dynamique de la végétation sous le peuplier, mais on ne la supprime pas comme pourrait le faire un cover crop, quoi. Donc, ça doit jouer sûrement un petit peu, mais à mon avis, pour la compétition en eau, c'est pas suffisant. Le pâturage en matière de tassement de sol, c'est redoutable. En plus, ouais. C'est vraiment rédhibitoire. Tout ce qui est ondulé, ça n'a aucune portée au sol. Donc, ça tasse et ça répète les passages. Et ce n'est pas vraiment un entretien parce qu'il y a aussi beaucoup de refus. Alors, ça ne répond pas forcément à la question. Il y a une autre question également. Une technique particulière sur le chèvrefeuille qui aurait tendance à se développer ces dernières années?
Alors là, je vais botter en On a de la touche. chance. On a de la chance, on n'a pas beaucoup de chèvrefeuilles par chez nous, mais peut-être que justement les interventions mécanisées autour du plan pourraient, je pense, répondre à ces problématiques. Nos sols ne sont pas assez riches. Et Guillaume, il y avait une question. C'est quoi le type des nouvelles chenilles du coup, qui sont sur l'engin? Alors là, c'est une question très technique là. Je pourrais te dire exactement, mais on a mis des chenilles plus larges que d'origine, et avec des crampons un peu plus conséquents aussi, quoi. D'accord. Donc voilà, je saurais te dire le modèle exact si jamais il y a des internautes. Voilà, c'était pour M. Nathan qui avait la question. Mais éventuellement, peut-être, je vais lui transférer la réponse précise. D'accord, pas de problème, oui. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres réactions par rapport à tout ça. Isabelle, d'autres points? Non. Non, juste pour rejoindre en fait le constat de tous les participants, qui est que évidemment entretenir les plantations ça coûte cher, et donc il faut trouver les moyens de le faire le mieux possible, au moindre coût possible. Mais en même temps, c'est ce qu'on disait lors de la préparation, on nous paye le bois, pas forcément le prix qu'on voudrait, mais nous il faut aussi qu'on arrive à rendre les chantiers accessibles pour les professionnels, donc à pouvoir les payer pour le travail qu'ils fassent, et en même temps que nous, ça soit un rendement qui nous convienne. Donc, c'est tout l'objectif des réunions comme aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir des méthodes qui nous tirent tous vers le haut, quoi. Voilà. Effectivement, cette question de la valeur ajoutée tout le long de la filière, on sait bien qu'il faut qu'il y ait tous les maillons qui soient bien rémunérés pour que tout fonctionne correctement. Voilà, avec la tension qu'il y a aujourd'hui sur le cours des bois, peut-être que ça va pouvoir venir jusqu'à améliorer justement les questions de travail et d'entretien, des bonnes conditions de plantation, si effectivement le cours des bois se rehausse de manière un peu durable. C'est ce qu'on peut espérer pour la forêt en tout cas. Encourager les gens aussi à replanter, parce que souvent c'est le cas. Un bon reboisement, un bon suivi commence par une bonne vente et commence aussi, remotive les gens pour reboiser dans de bonnes conditions. Avec un nombre de plants suffisant pour assurer des belles futaies comme on a pu avoir aujourd'hui. C'est effectivement un sujet qui nous préoccupe là, actuellement, notamment dans le Morbihan, avec le sujet la question du plan maritime, où on a déjà des peuplements qui sont souvent un petit peu lâches. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un prix qui soit suffisamment bon pour que le reboisement puisse être fait dans des bonnes conditions, avec les entretiens qui vont derrière. Ça, c'est indéniable. Là, c'est sûr que s'il n'y a pas d'économie, ce n'est pas possible de reboiser. Donc, mais il y avait aussi une chose importante, très importante que Marin a dit au tout début de son intervention, et je crois qu'il faut vraiment garder ça comme argument important, c'est le fait qu'on ne rattrape pas, quoi. On peut sauver une situation, on peut remettre en route une parcelle, mais elle restera toujours en retard par rapport à ce qu'elle aurait dû être si elle avait été entretenue en heures et en temps comme il faut. Donc, l'effort de départ alors le sondage l'a dit, les 3 à 5 premières années de l'installation du peuplement, c'est essentiel. C'est aussi vrai pour des plantations que pour des régénérations naturelles. C'est la même chose. On ne peut pas opposer les deux. On est tout le temps dans cet événement majeur que sont les 3 à 5 premières années de la vie d'un peuplement. Ça permet de passer plusieurs fois doucement qu'une seule fois de manière brutale, qui n'est pas bonne pour le peuplement ni pour le portefeuille. Oui. Ni pour l'opérateur. Comme l'ont dit Xavier et David aussi, c'est que quand on ne se lance pas dans une replantation une fois la coupe rase finie, c'est vraiment avant qu'on se projette de couper des bois, il faut déjà se dire qu'est-ce qu'on va planter, comment on va le planter et comment on va intervenir pour l'entretien aussi, quoi. Ça se fait vraiment avant l'exploitation des bois. Il faut déjà avoir projeté tout ce qu'on veut faire et tout comment l'entretien va être fait, quoi.
Oui. C'est pas au jour le jour qu'il faut voir les choses, quoi. C'est largement, faut vraiment le voir en amont, quoi. Et penser aussi à la préparation du sol, quoi. La préparation du sol en fonction du type de végétation a aussi un rôle très très important, quoi. On va peut-être pas forcément réagir si on a une moulinie, un tapis de moulinie très 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 dense. On va pas effectuer les mêmes travaux du sol que si on a une végétation plutôt ligneuse ou semi-ligneuse, quoi. Ça aura aussi un impact important sur votre croissance et sur les entretiens qui seront à effectuer, quoi. Alors, il y a une question là sur des éventuelles aides à la plantation et aux entretiens. Alors aujourd'hui, il y a un programme en Bretagne qui s'appelle Bresse Forêt Bois qui apporte une aide pour des travaux de transformation du peuplement pauvre d'un point de vue production de bois d'œuvre. Donc là, il y a effectivement une aide pour la plantation et pour les entretiens qui vont pouvoir avoir lieu, et également pour le boisement de terres délaissées d'agriculture. Après, pour des aides aux entretiens purs, aujourd'hui, ça n'existe pas, mais voilà, il y a effectivement des besoins qui émergent régulièrement. Donc, mais bon, pour l'instant, ça n'existe pas. Une autre question, quels entretiens peut-on envisager pour des parcelles en régénération naturelle? Il faut la mettre en forme, il faut essayer de mettre la régénération en forme de plantation une fois que la régénération est acquise. Et c'est encore là que des outils comme ce qu'on a vu, mécanisés, permettent de cloisonner en fait le peuplement. Alors bon, le taux de broyage du peuplement, c'est fonction de ce qu'il y a comme régénération, de la densité, de tout ce qu'on veut. Mais là aussi, on ne peut pas mettre un opérateur. Alors, Marin a parlé des dépressages qui interviennent dans les régénérations naturelles. Mais on ne peut pas mettre d'opérateur en dépressage tout seul au milieu d'une parcelle de 5 hectares avec des semis naturels où il y en a partout. Donc, il faut structurer la plantation. Une fois la régénération acquise, il faut structurer la parcelle avec des cloisonnements. Et à partir de ces cloisonnements, travailler de part et d'autre des cloisonnements. Alors, on peut broyer, je ne sais pas, on en a fait récemment sur du Douglas, on a broyé à peu près 40% de la surface de façon et calculer les bandes de peuplement conservées en fonction de l'outil de l'opérateur pour faire les dépressages. Qu'il n'ait pas à s'engager dans la partie non broyée et trop loin parce qu'il perdrait du temps, il ne pourrait pas travailler correctement. Encore une fois, il faut penser à la personne qui va faire le boulot et qu'elle puisse travailler en sécurité et qu'elle puisse avancer correctement. Donc, on commence par ça. Le cloisonnement, ça répond à c'est déjà une bonne réponse. Et puis après, interviennent les dépressages ou les dégagements suivant les besoins. Et si je peux me permettre de compléter, Xavier, on va retomber sur exactement la même question que pour les écartements de lignes de plantation. On a besoin de matériel mécanisé, parce qu'on voit bien que ce que tu disais, on ne peut pas envoyer des gens travailler comme ça dans une parcelle sans guide, sans rien. C'est pas productif. Et puis, c'est pas bon pour la santé des gens non plus. C'est pas bon pour conserver ces ouvriers et conserver l'attractivité du métier. Par contre, on a le même souci, c'est-à-dire qu'on a besoin d'engins qui ne soient pas des engins qui font 4 mètres de large. Voilà, parce que nous, on a besoin, forestiers, de sauver notre régénération naturelle. On ne peut pas broyer plus de la moitié de la surface de nos plantations. D'où l'importance de réfléchir ensemble à ces engins, à miniaturiser les engins ce qu'on voit sur le marché international, c'est plutôt des gros engins, des choses qui sont réfléchies par les Américains ou d'autres. Enfin, Monsieur Chaumet en parlerait bien mieux que moi. Et nous, nous forestiers, on essaye de discuter pour avoir des matériels mis à disposition des entrepreneurs qui nous permettent de faire des choses plus légères, qui tassent moins le sol et puis qui nous permettent de préserver les régénérations. Donc ça aussi, c'est important, et c'est important d'en parler aussi aux décideurs, aux financeurs, parce que je pense que notamment ça a été acté dans le plan régional forêt-bois, de réfléchir sur ces choses-là, de réfléchir avec les entrepreneurs sur le développement d'outils adaptés à ces entretiens. Et c'est très important de ne pas partir dans la monstruosité, le développement trop gros
le rendement n'est pas la seule chose que cherche le propriétaire forestier. Il n'y a pas que le rendement heure. Il y a aussi la qualité du travail par rapport à ce qu'on veut garder. C'est aussi le cas des outils d'exploitation. Hein. Les machines d'exploitation de plus en plus grosses, ce n'est pas adapté à des forêts comme on a en Bretagne. Et pour faire des éclaircies dans des bonnes conditions, des petites abatteuses, ça répond bien mieux à la question que… Et sur ça, ouais, sur le contexte international, c'est vrai que c'est important de le souligner parce que beaucoup de constructeurs sont étrangers et les constructeurs un peu dynamiques sur les questions forestières, au final, ont des contextes de parcelles vraiment différents des nôtres, avec des parcelles de couramment 20, 30, 40, 50, voire 100 hectares. Et forcément, on n'a pas les mêmes contraintes et on n'a pas les mêmes machines et on n'a pas les mêmes contraintes sur le déplacement des machines, surtout. Dans ces grandes parcelles. Donc, c'est important de travailler avec les gens en France et du coin. Ça a été un peu entrepris par Becker et c'est bien s'il y en a d'autres qui s'y mettent pour développer des outils pour fonctionner sur de la petite parcelle, parce que c'est des petites parcelles qu'on a un petit peu partout, quoi. Et c'est ces parcelles-là qui posent problème aussi. Les gros chantiers, au final, c'est plus facile à gérer qu'une petite parcelle où on a 10 situations différentes. Voilà. Donc, on est un peu seul. Donc, voilà, c'est important de travailler avec les gens qu'on a autour de nous sur ces questions. Il y a M. Canet qui confirmait le développement exponentiel du chèvrefeuille et la difficulté d'intervenir quand c'est très près du plan, hein, effectivement. Il y avait une autre question. Est-ce que quelqu'un peut parler des traitements répulsifs gibier à intégrer dans les entretiens? Également, les traitements d'ILOB s'y attaquer. Qui veut sur les répulsifs, je pense que le plus utilisé aujourd'hui, c'est le tricot. Après, bon, il n'y a pas de secret. Hein, il faut y passer régulièrement de toute façon. Il ne faut pas forcément se contenter d'un passage. Après, il y a forcément aussi toutes les protections plus mécaniques, mais qui ont aussi leur coût. Sur l'ILOB, pareil, hein, pas de secret. Aujourd'hui, il ne reste plus que le Forester en curatif. En préventif, il y a quelques solutions que chez nous, on a sur de la wax, par exemple, qui s'applique sur le plan pour protéger le plan. Après, de toute façon, c'est comme toutes les solutions. Aujourd'hui, on n'a pas de solution miracle sur ces questions-là. Pour le traitement ILOB, Gilda, peut-être tu peux orienter la personne qui a posé la question, parce qu'on a fait un point dans notre bilan santé des forêts Bretagne 2020. On a fait tout un état des lieux sur les produits homologués, utilisables, sur les traitements d'ILOB, avantages, inconvénients des uns et des autres. Il est disponible sur notre site internet. Hein. C'est le bilan annuel pour la Bretagne? Oui. D'accord. Ce qu'on appelle le 4 pages santé des forêts régionales. Et justement, pour répondre à la question de cette personne, on sait que c'est un souci majeur, hein, l'ILOB. C'est énorme comme problème actuellement dans les reboisements après résineux. On a voulu faire un point sur ce qui était utilisable et comment. Donc, peut-être renvoyer cette personne vers cette publication qui est en téléchargement sans souci. C'est dans la rubrique la forêt de nos régions, santé des forêts, je crois, les bilans. Je viens de voir, je la mets là. Ouais. Pour continuer un peu sur ce que disait Xavier, nous, on a eu quelques retours donc après exploitation sur des propriétaires qui laissaient pendant un an leurs branches et leurs rémanents dépérir sur le sol. Donc, qui perdaient leur aiguille, donc qui favorisait un peu, ça faisait une petite couche d'humus en plus sur le terrain. Et alors, je ne sais pas ce que Loïc et David et Xavier pourraient en dire, mais moi, de mon retour, j'entends comme quoi il serait conseillé maintenant de laisser un an les rémanents sur place avant de mettre en andin et de replanter derrière, quoi. Oui, effectivement, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, qu'on a quand même moins d'attaques d'ILOB sur des délaissés de 1 an, voire 2 ans après coupe rase. Et on vient effectuer, si on part sur une technique de broyage des rémanents et des souches à ras le sol, on fait d'autant mieux du meilleur travail en laissant ces rémanents se décomposer un petit peu, et c'est pas plus mal effectivement pour toute la vie microbienne également. On va favoriser la dégradation. Voilà. Donc ça, c'est
effectivement, certes, on perd peut-être 2 années dans le cycle de la production, mais elles sont largement compensées par les bénéfices qu'on va avoir sur la réduction des attaques d'ILOB et puis, à mon sens, l'amélioration aussi de la dégradation de la matière, quoi. J'aurais juste une petite réserve. Excuse-moi, Loïc. Oui, J'aurais bien juste sûr. une petite réserve. 1 an, c'est un peu court hein, pour la dispersion d'une population d'ILOB. C'est un peu court. Des fois, c'est plutôt 2 ans, voire. Et là, c'est avantage-inconvénient du système. C'est qu'au bout de 2 ans, la parcelle, elle est sale. Donc, il va falloir travailler. Voilà. Ouais, mais après, dans l'hypothèse où on part une technique de broyage des rémanents, c'est pas plus mal, quoi, j'ai envie de dire. Tout à on fait. va même augmenter la diversité de la végétation d'accompagnement. Donc, pourquoi pas, quoi. Mais je partage tout à fait, hein, c'est au moins 2 ans. Après, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est une nouvelle éducation aussi pour certains propriétaires hein, qui voulaient faire tout de suite le reboisement derrière parce qu'effectivement, la parcelle était propre pendant 1 an ou 2 avant que la végétation revienne. C'est un peu un changement d'état d'esprit à avoir pour les gens qui avaient pour habitude de faire le reboisement tout de suite dans la foulée parce que la parcelle reste propre pendant au moins 1 an, quoi. Donc ça, c'est des changements de culture qu'on doit avoir par rapport à l'évolution où avant, on était plutôt technique phyto, hein, on va dire. Et voilà, aujourd'hui, il faut s'adapter à ça et je pense que c'est pas plus mal aussi pour toute la vie microbienne et dégradation de la matière qu'on laisse au sol, quoi. Si je peux à nouveau me permettre de compléter, suite au dépérissement de Sitka qu'on a eu, on a mis en place cette méthode hein, que vous préconisez et on attend en général 3 ans, nous. Alors, bien sûr, au plus fort des dépérissements de Sitka, c'était un peu compliqué parce qu'on a toujours une parcelle en exploitation dans le massif qui peut être source d'ILOB. Hein, donc, je ne dis pas que c'est parfait. Hein. Mais sur la parcelle elle-même, le fait d'attendre, maintenant qu'on a passé le plus gros de la vague, nous, ça fait 2 ans, 3 ans au marché que je prévois des traitements d'ILOB en préventif sur les plants avant de les mettre. Et en fait, finalement, on n'a pas besoin de les mettre parce que on les met au moment où l'ILOB ne sort pas. Et une fois que les plants sont mis, on n'a pas d'attaque d'ILOB dans le printemps qui suit parce que y a plus de sources à proximité. Alors, ça se comprend que c'est compliqué parce qu'on a aussi la pression du régime forestier hein, qui demande aux propriétaires de reconstituer sa parcelle avant les 5 ans. Donc, on comprend que les propriétaires peuvent être angoissés et se dire il faut que je fasse les travaux et quand est-ce que je peux les faire. Donc, c'est ce que vous disiez, faut prendre entre les deux, entre le délai minimum et puis les contraintes. Le recru peut être intéressant aussi, hein, c'est ce qu'on avait vu. Dans certains cas, ça dépend des essences, mais dans certains cas, ça peut amener une diversité, voire même une régénération naturelle qu'on n'attendait pas. Hein. On a eu de la régénération naturelle de Sitka qui s'est installée et dont on a tiré profit aussi. Ça risque d'être la solution de toute façon à terme parce que l'utilisation de produits de synthèse en forêt dans les années à venir, ça va être très compliqué. Hein. Je pense qu'on aura de moins en moins d'homologation parce que le marché n'est pas là et ça risque d'être. Même. Oui. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Non, même pour le tricot, on a des soucis hein, actuellement. Il n'est pas homologué en zone de captage. Hein. Donc, on est vraiment très, très, très limité. Donc, il faut faire avec ce qu'on a. Il y avait quelqu'un qui revenait sur la question du matériel, qui disait qu'il existait de l'offre en petit matériel, notamment dans les anciens pays de l'Est, la Suisse et les pays asiatiques. Voilà, qu'il fallait sortir des grosses marques que l'on connaît tous, qui sont effectivement peut-être moins adaptées à notre contexte, même si elles sont les plus présentes. Quoi. Ouais, c'est vrai beaucoup en exploit, en sylviculture, c'est un peu plus compliqué. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est vrai que on en trouve, hein, notamment des petits scarificateurs derrière tracteurs, mais c'est vrai qu'ils sont moins visibles, en tout cas de chez nous.
Et l'autre contrainte aussi dans ces pays-là, alors ce n'est pas forcément vrai pour la Suisse et l'Autriche, mais c'est le salaire moyen qui ne pousse pas forcément au développement de la mécanisation. Du coup, voilà, ça n'aide pas forcément à l'émergence de technologies comme nous, on peut essayer de le faire en France. Et enfin, une dernière question là, qui est par rapport au changement climatique, est-ce que ça a une influence sur des nouvelles manières d'entretenir ou pas les plantations par rapport au changement climatique? Je ne suis pas sûr que ça se joue trop sur cet aspect-là des choses, mais… Sur l'aspect survie, au final, si, je pense que on va mettre dans le même paquet entretien et préparation, hein, c'est les chiffres qu'on a. Si on ne fait rien, c'est sûr que c'est la cata. Après, la question, voilà, c'est presque l'intensité et puis l'intensité en fonction du type de végétation. Là, je pense qu'on part, alors pas de loin, parce qu'on a tous un petit peu des idées de comment ça peut se passer, mais on n'a pas de chiffres encore pour l'affirmer. Donc, on y travaille, on a des experts en cours sur ces questions-là. Ce qui est sûr, c'est que ne rien faire, ce n'est pas la solution et qu'il faut suivre d'autant plus près les plantations avec ces questions de changement climatique. Je pense qu'en effet, il vaut mieux travailler sur des entretiens réguliers et doux, parce qu'on constate que les étés sont de plus en plus marqués quand même. On a des périodes de sécheresse de plus en plus marquées. Donc, essayer de limiter le changement brutal d'environnement du plan et d'effectuer plutôt un entretien régulier qu'un entretien assez fort tous les 2 ans ou des dégagements trop brutaux en plein été. Voilà, à mon sens, faut être assez sensible sur la période à laquelle on fait le dégagement et l'intensité à laquelle on l'a fait. Effectivement, les dégagements en plein été, en plein ras-le-sol, ils sont peut-être un peu à proscrire vu les étés qu'on a en ce moment, quoi. Donc, ça serait plutôt toujours en faveur de la régularité des entretiens. Voilà. Bon, je crois qu'on va arrêter là sur ces paroles, effectivement, où on voit que la régularité et puis surtout l'anticipation des travaux, c'est quelque chose que l'on dit depuis le départ de nos webinaires et comme leitmotiv. Et je crois que la planification anticipation, c'est ce qui permet d'avoir les meilleures chances de reprise et de réussite des peuplements, parce que c'est dommage de planter si derrière on ne met pas tous les moyens pour avoir le fruit du travail. Donc voilà, il y a certes, on a vu qu'il y avait du matériel qui était là aujourd'hui pour répondre à ces besoins et aussi à la diminution de la main-d'œuvre classique. Donc c'est des nouvelles situations qui permettent du nouveau matériel qui permettent de répondre à ces situations-là. Voilà. Donc, en gardant cette période qui a été évoquée par Marin, les 3-5 ans de vigilance, qui finalement sont relativement peu sur une vie de peuplement, et c'est important d'en tenir compte pour vraiment avoir les fruits du travail. Donc, je rappelle la journée du 22 juin à Plougonvin, qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, toutes les informations sont sur le site du CRPF. Il y aura démonstration de matériel. Je renouvelle mes remerciements à Marin pour sa présentation et à tous nos intervenants ici présents pour la richesse des échanges, des retours d'expérience. On voit que le sujet est vaste, il y a beaucoup de choses à dire. Également, remercier à nos financeurs qui nous permettent de réaliser ces webinaires. Et donc, je donne rendez-vous pour notre dernier webinaire qui aura lieu le 15 juin. Sur le vaste sujet du dialogue entre la forêt et les acteurs de la forêt et la société. Voilà, comment réussir à dépasser ces clivages et puis avancer les uns vers les autres pour que la gestion de la forêt soit effectivement durable. Et c'est vraiment l'enjeu que nos intervenants essaieront de relever. Voilà, donc d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci. Bonne journée à tous. Ouais. Merci, au revoir. Au revoir.